Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. On a une toute nouvelle compilation de vidéos pour vous aujourd'hui. Elle a pour thème « Histoire incroyable mais vraie ». Avant de commencer, on vous rappelle de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on vous laisse sur ces histoires invraisemblables mais pourtant bien réelles. On commence avec celle de deux couples de jumeaux colombiens dont un jumeau de chaque couple a été interchangé à la naissance. Comme cette histoire de jumeaux interchangés peut vite devenir compliquée avec les noms et savoir qui est qui, nous essaierons de faire de notre mieux en parole et en images pour être le plus clair possible. Donc si habituellement vous n'écoutez que l'audio de nos vidéos, nous vous conseillons fortement de regarder celle-ci. C'est parti! Les jumeaux colombiens ont suscité beaucoup de curiosité. On s'est intéressé à savoir comment l'environnement où ils ont grandi, grande ville versus pauvre campagne, leur rang social, niveau d'études et leur famille, père présent et père absent, ont affecté leur vie, leurs habiletés, leur personnalité, leurs intérêts et leur vie amoureuse. Dans son livre Accidental Brothers, qui relate cette histoire, Nancy Segal révèle avoir fait beaucoup d'études sur des jumeaux adultes qui ont été séparés dû à des circonstances particulières. Par exemple, la Chine qui, dans les années 1970, limitait les familles urbaines à n'avoir qu'un seul enfant et aux familles rurales qu'à deux. Les bébés, surtout des filles, étaient donc placés en adoption et parmi eux, beaucoup de jumeaux. Elle affirme que les personnalités des jumeaux identiques élevés séparément sont plus similaires que des jumeaux fraternels élevés ensemble. Les parents transmettent leurs gènes à leurs enfants et comme les jumeaux identiques partagent 100% de leurs gènes, contrairement à 50% pour les jumeaux fraternels, il est normal que leur comportement et habitudes de vie se ressemblent énormément. Mais l'environnement dans lequel ils grandissent peut aussi jouer un rôle important sur leur développement. C'est pourquoi les deux couples de jumeaux identiques colombiens fascinent autant. Anna Delina, 45 ans, accouche de ses deux jumeaux William et Wilbur, ses 7e et 8e enfants, le 22 décembre 1988 à Santander. Cette nuit-là, après la césarienne qu'elle a subie, Anna est exténuée et n'entrevoit que quelques secondes ses deux bébés avant qu'on ne les amène pour des examens. Le bébé, qu'elle a nommé William, est très faible et très fragile. Il a de la difficulté à digérer et à éliminer comme il faut et doit être amené dans un hôpital mieux adapté pour lui. Comme Anna a une sœur qui habite à Bogota, la mère d'Anna accepte de faire le trajet de 6 heures en autobus afin d'amener William à l'hôpital de Bogota où l'attend sa deuxième fille. Elle y dépose donc William et refait le trajet inverse. Comme William est un tout nouveau-né et à risque d'infection, il fut enveloppé dans plusieurs couvertures et il est très difficile de voir son visage. Quand la sœur d'Anna reviendra redéposer William dans sa famille environ une semaine plus tard, il sera enveloppé de la même manière. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que ce n'est pas le bon bébé. Le 21 décembre 1988, soit 2 jours avant l'arrivée de William à l'hôpital de Bogota, Luz Marina, 36 ans, accouche de deux jumeaux identiques, Roré et Carlos, à l'hôpital materno-infantile. Luz a été forcée de choisir cet hôpital car l'entreprise pour laquelle elle travaillait a fermé et elle a perdu la couverture d'assurance dont elle bénéficiait. Le bébé qu'elle a nommé Carlos est anémique et nécessite des soins plus importants. Après sa césarienne, elle a, tout comme Anna, pu entrevoir que ses fils que quelques secondes avant que ceux-ci ne soient transportés par incubateur hors de la chambre. Il y avait beaucoup de naissances à cet hôpital à cette époque et le nom des bébés était écrit à la main sur une étiquette qu'on attachait au poignet des bébés. Comme vous pouvez vous en douter, ce sont les bébés William et Carlos, les bébés à la santé plus fragile, qui ont été interchangés. Donc, le bébé qui s'appelait Carlos est devenu William et vice-versa. La plupart des gens ne peuvent qu'imaginer ce que serait leur vie s'ils avaient grandi dans une autre famille, s'ils avaient grandi ailleurs
ou s'ils avaient eu plus de ressources. William et Carlos, eux, peuvent le constater. William et Wilbur ont grandi à La Paz, sur une ferme entourée de plantes et d'herbes sauvages. C'est un endroit pauvre et isolé. Les activités et festivals ne sont qu'occasionnels et la zone commerciale est à plusieurs heures de marche de leur maison, soit 1 heure de voiture. Il est aussi fréquent de se déplacer à cheval. William et Wilbur doivent enfiler des bottes de caoutchouc et marcher près d'1 heure sur des routes à peine définies et escarpées pour aller à l'école et refaire le trajet au retour. Ils sont scolarisés de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi et doivent ensuite aider sur la ferme. Pour vous dire à quel point ils sont pauvres, leur maison faite en bois ne bénéficie ni d'eau courante ni d'électricité. Ils ont une sœur et 5 frères et leur mère Anna peine à lire et à écrire et leur père en est incapable. C'est un petit village où tout le monde se connaît et où le troc remplace souvent l'argent. Il est même courant de ne pas savoir son âge, qui est seulement indiqué sur les cartes d'identité. William adore l'école, contrairement à son frère Wilbur, mais les enfants ne dépassent que rarement la 5e année afin d'aider sur la ferme. Sans compter que sa famille n'a pas assez d'argent pour lui permettre de continuer ses études. Durant toute leur vie, William et Wilbur ont été à l'opposé l'un de l'autre. William est plus sensible et démontre plus ses émotions. Il est aussi plus désordonné alors que Wilbur, son frère, lui, est très détaché et très à l'ordre. Ils se disputent très souvent sur le travail, les tâches ménagères, les relations avec les filles, William étant plus sérieux et Wilbur étant plus volage, mais ils restent quand même loyaux l'un envers l'autre. Leur relation se solidifie dans l'armée où il est dangereux de marcher sur une mine ou de se faire attaquer par l'ennemi. William occupe la 4e place dans la marche sur 92 soldats, alors que Wilbur, quant à lui, occupe la 15e place à peu près derrière lui. Mais souvent, Wilbur rejoint son frère à l'avant pour marcher avec lui. Mais une fois rentrés, ils continuent leur dispute. William est le seul à rêver d'une vie plus grande que la ferme. Il a obtenu une bourse à l'armée, mais n'a pas pu en bénéficier car il n'avait pas suffisamment fait d'études, ce qui l'a mis en colère. Dans leur début vingtaine, William et Wilbur acceptent la proposition d'un ami de travailler dans une boucherie et il était loin de s'imaginer que cette décision allait changer leur vie. Jorge et Carlos grandissent à Bogota, une grande ville où on ne connaît pas vraiment les voisins. Ils grandissent entourés de leur mère, sœurs et tantes. Durant les 19 premières années de leur vie, ils vivront à 8, donc 4 adultes et 4 enfants, dans une modeste maison ayant 5 chambres. Ils ont l'eau courante, l'électricité et sont près de tout. Ils ont même des vélos pour se déplacer. Leur famille n'est pas riche, mais ils sont bien. Luz fait des ménages et plein d'autres petits travaux pour joindre les deux bouts. Elle sait lire et écrire, tout comme leur père, qui n'est pas souvent là, mais qui travaille en architecture, dans la machinerie et dans un restaurant. Carlos est solitaire et c'est un étudiant sérieux, contrairement à son vrai frère jumeau Wilbur, qui lui déteste l'école. Mais tout comme Wilbur, il s'emporte facilement. Il est aussi plus réservé et moins joueur que le reste de sa famille. Rory, lui, est plus amusant, calme et décontracté. Les deux ont eu la chance de faire des études avancées. Rory, lui, est devenu designer industriel, alors que Carlos est devenu comptable. Les deux frères ont longtemps habité ensemble et se querellent sur les tâches ménagères et la ponctualité. Tout comme Wilbur a démontré ses sentiments à William qu'à l'armée, Carlos, lui, montre ses sentiments à Rory que lorsqu'il est sous. Luz, leur mère, décède dû à un cancer de l'estomac en 2009 et leur père meurt 1 an plus tard d'une crise cardiaque. Deux jeunes femmes sont à l'origine de la découverte de l'échange, Janet Paez et Laura Vega Garston. Elles sont meilleures amies et Janet fréquente un jeune homme de la boucherie, le cousin de William et Wilbur, alors que Laura, elle, est une collègue de Jorge. En juillet 2013, Laura, sous la suggestion de sa meilleure amie, décide d'acheter de la viande à la boucherie et confond William avec Jorge.
William ne répond pas à son signe de main, mais salue plutôt Yannette qu'il connaît. Sous l'insistance de Laura, il dit s'appeler William et de n'avoir jamais mis les pieds à Stryken, là où elle travaille. Yannette et Laura vont alors s'écrire en plaisantant sur WhatsApp et poser, chacune de son côté, des questions à Jorge et William. Yannette va appliquer pour un poste au sein de la compagnie de son amie Laura et va finalement rencontrer Jorge. Les choses vont devenir sérieuses et elles vont montrer des photos aux principaux intéressés. On est maintenant en 2014. Jorge rigole lorsque Laura lui parle de son double car son jumeau Carlos ne lui ressemble pas. Mais il devient surpris, anxieux et confus en découvrant des photos de William. Et il l'est encore plus quand il aperçoit le frère jumeau fraternel de ce dernier sur des photos Facebook qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à Carlos. En rentrant chez lui ce soir-là, Jorge montre des photos à Carlos qui croit d'abord à une mauvaise blague en voyant les photos de William, mais lorsqu'il voit les photos de Wilbur, au lieu de se rapprocher de l'écran comme l'a fait Jorge, il recule vivement. Après un moment, il sort de la pièce. Il ne veut rien savoir d'eux, alors que Jorge, lui, veut les rencontrer. Des 4 jumeaux, c'est Carlos qui sera le plus ébranlé et qui aura le plus de difficultés à accepter la situation. Peu de temps après la découverte, Jorge s'est fait tatouer sa mère et Carlos sur la poitrine ainsi que l'inscription « Mi Sagrada Familia », ma famille sacrée, pour rassurer son frère de cœur. William aussi rigole au début en pensant qu'il a peut-être un double, mais lorsqu'il voit la photo de Carlos et Jorge, il crie et devient super sérieux. Il est déprimé à l'idée de savoir que sa famille n'est pas sa vraie famille et que son frère n'est pas réellement son frère. Il pleure un moment et c'est compréhensible. Jorge et William vont néanmoins décider de se rencontrer. Jorge, insécure, demande à un collègue de l'accompagner à la dernière minute puisque William lui a dit venir avec son cousin et Wilbur. Wilbur, comme son vrai jumeau Carlos, est contrarié et furieux. Pour lui, ça ne sert à rien de vouloir changer les choses 25 ans plus tard. Il va néanmoins venir à la réunion, contrairement à Carlos. Ils se rencontrent au Lourdes Plaza à 9h30 du soir. William et Jorge se regardent intensément avant de se parler. Ils sont tous nerveux. Mais la chimie opère et Jorge se sent familier avec Wilbur qui est comme Carlos. Puis, Jorge appelle Carlos pour lui dire qu'ils vont tous venir le voir. Carlos n'a d'abord pas ouvert la porte, mais a fini par le faire. Wilbur et Carlos se sont aussi regardés nerveusement et étrangement. Carlos a cherché à trouver des différences et non des ressemblances. Pourtant, il est forcé d'admettre qu'ils sont identiques et qu'ils ont le même langage corporel. De plus, les groupes sanguins correspondent. Jorge et William sont A positifs, Wilbur et Carlos O positifs. Les jumeaux identiques partagent toujours le même groupe sanguin. Il n'y a donc pas d'erreur, il y a effectivement eu un échange. Il est devenu évident que Carlos et William étaient ceux qui ont été échangés dû aux nombreuses différences avec les membres de la famille dans lesquels ils ont grandi, et aussi car des bébés d'Anna, souvenez-vous, un seul a été amené à l'hôpital de Bogota. Les 4 jumeaux ont dû révéler la vérité à leur famille. C'est dommage pour William car ses 2 parents biologiques sont décédés, donc il ne pourra jamais les rencontrer, mais il se découvrira un neveu, Jorge étant papa d'un petit garçon appelé Shanti. Carlos a beaucoup de difficultés à nouer des liens avec ses parents biologiques et cela les blesse beaucoup car ils aimeraient le connaître. Il dit qu'il est un homme de la ville et qu'à la ville, on est plus réservé. Anna, la mère, digère aussi mal la nouvelle car William, étant plus sensible et fragile, est son fils préféré. Wilbur, lui, est le préféré de son père. Les jumeaux interchangés, William et Carlos, ont gardé un lien très serré avec les familles qu'ils ont vues grandir, même si la situation les a tous ébranlés. Bien qu'aucun d'eux ne soit responsable de l'erreur qui a été commise, William a tout de même eu de la difficulté à accepter le fait que Carlos ait vécu la vie qu'il aurait dû avoir,
lui qui rêvait de poursuivre ses études sans pouvoir le faire. Carlos, à travers William, entrevoit la vie qui aurait été la sienne sur une ferme éloignée et cela le fait souffrir. Il veut croire que, même s'il avait été élevé à la campagne, il aurait tout de même réussi à devenir comptable, mais William sait qu'il en est autrement. Les 4 frères ont pensé entamer une plainte, mais il n'y a pas de preuves ni personne à accuser. En 2015, Carlos n'avait pas encore visité son vrai frère jumeau Wilbur à la boucherie et en 2016, il a commencé à accepter sa famille biologique et à mettre de côté ses différends avec William. Rory, lui, est souvent allé voir William à la boucherie et ils ont même voyagé ensemble. Maintenant, les 2 couples de jumeaux se voient fréquemment et sont devenus comme une grande famille. Même séparés, les jumeaux identiques se ressemblent. Wilbur et Carlos ont le même langage corporel, s'emportent facilement et ont un goût prononcé pour la mode. Même élevés séparément, ils ont eu la même difficulté à prononcer les R et les G, mais l'orthophonie a pu aider Carlos. William et Rory, eux, sont plus dynamiques, moins portés sur leur apparence, adorent le football et partagent la même force de détermination. La santé de chacun des jumeaux concorde davantage avec son vrai jumeau. En 2018, lors de la parution du livre Accidental Brothers, Rory crée une compagnie de construction avec 2 de ses amis et entreprenait de construire une maison aux parents de William. Il est présentement marié. En 2018, William travaillait toujours à la boucherie et entreprenait des études de droit pour travailler en politique, études qu'il réussira. Il vit maintenant avec sa femme et leur fils. Carlos était analyste comptable le jour et étudiait en comptabilité publique le soir. Il vit maintenant avec sa tante. Wilbur était le gérant de la boucherie et désirait acquérir plusieurs petites entreprises dans le futur. Il vit maintenant avec sa copine. Des études estiment que 20 à 23 000 erreurs de mère-enfant arrivent chaque année aux États-Unis, mais qu'elles sont détectées bien avant leur départ de l'hôpital. Donc, les échanges de bébés sont très rares. Les jumeaux identiques ont plus de chances de se retrouver que les jumeaux fraternels dû à leur très grande ressemblance. Mais quelles étaient les chances d'interchanger 2 couples de jumeaux identiques vivant à plus de 150 km de distance? Un accident médical qui a gâché une vie. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'histoire vraiment triste et tragique de David Reimer, d'abord né sous le nom de Bruce et qui grandira sous le nom de Brenda. En plus, cette histoire s'est passée chez nous, au Canada, à Winnipeg. Avant de commencer, on tenait à vous souligner que dans cette vidéo, vous allez entendre beaucoup de clichés, comme les filles jouent avec des poupées et non des camions, les filles portent des robes et les gars des pantalons. Ne vous excitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On sait que les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là, mais on vous raconte les faits comme se sont passés à cette époque-là. Sans plus attendre, allons-y. Ron et Janet Reimer sont aux anges lorsqu'ils apprennent qu'ils attendent des jumeaux. C'était le rêve de Janet d'un jour d'avoir des jumeaux, mais elle n'y croyait pas vraiment parce qu'elle n'avait pas de jumeaux dans sa famille. Et là, son rêve se réalise enfin. Bruce et Brian naissent le 22 août 1965. Bruce est le plus vieux de 12 minutes. 7 mois après la naissance des jumeaux, Janet constate qu'ils ont de la difficulté à uriner, que la petite peau au bout de leur pénis semble se refermer. Elles amènent donc tous les 2 voir un spécialiste qui leur diagnostique un phimosis. Ce n'est pas une maladie grave ni dangereuse, en fait c'est quand même assez courant et il suffit seulement de faire une circoncision pour que le problème soit réglé. Les 2 parents se mettent alors d'accord et amènent leurs 2 jumeaux à l'hôpital Saint-Boniface le 27 avril 1966. Mais l'opération ne va pas se passer du tout comme prévu et ça va être le début du cauchemar pour la famille Reimer. Le médecin qui était censé s'occuper des circoncisions au départ n'était plus disponible pour on ne sait quelle raison et c'est le docteur Jean-Marie Huot qui va s'occuper de faire les circoncisions.
Ils vont donc emmener le premier bébé, le petit Bruce, dans la salle d'opération. Et c'est vraiment un hasard que ça a été Bruce. Ils ont juste pris un des deux jumeaux et c'était lui. Le docteur Huot ne va pas utiliser le scalpel qu'on utilise généralement pour les circoncisions, mais va plutôt utiliser une genre de machine de cautérisation électrique qui aide à prévenir les saignements. Malheureusement, l'opération va très mal se passer et le docteur va brûler le pénis de Bruce. Malgré tous les efforts du personnel, il n'y a rien à faire, le pénis de Bruce est détruit. Les parents sont alors contactés et Brian ne sera pas opéré. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que le problème de Brian va finir par se résoudre par lui-même. Donc, il aurait simplement fallu attendre pour que le problème des deux jumeaux se règle tout seul. Et là, Ron et Janet se retrouvent dans une situation où l'un de leurs deux garçons n'a plus de pénis. Pendant des mois, Ron et Janet vont consulter des spécialistes qui leur diront pouvoir construire un pénis rudimentaire pour Bruce, mais que jamais il ne pourra avoir de rapport sexuel, ni même avoir d'enfant. Un soir, en regardant la télé, les parents tombent sur une émission qui s'appelle This Hour at 7 Days, où l'invité du jour est le docteur John Money. En plus d'être vraiment charismatique et bon parleur, le docteur Money est très reconnu dans sa profession. Ce soir-là, il parle des transformations hommes-femmes qu'il fait à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. Selon lui, avant ses 2 ans, l'enfant est neutre, c'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il est encore un garçon ou une fille. Et c'est comme ça qu'on traite les enfants hermaphrodites, c'est-à-dire les enfants qui naissent avec les 2 organes. On décide pour eux s'ils seront des garçons ou des filles et on les élève comme tels. Et pour les pauvres garçons qui naissent avec des micro-pénis, eh bien, c'est plus simple de les transformer en filles, selon le docteur Money. Un transsexuel vient aussi sur le plateau pour parler de son expérience et dire à quel point ça a changé sa vie. Ron et Janet sont alors convaincus que c'est la meilleure solution pour Bruce, que c'est la meilleure façon pour lui d'avoir une vie normale. Janet écrit donc rapidement au docteur Money, qui lui répond de venir immédiatement le rencontrer à Baltimore avec ses 2 jumeaux. Mais si le docteur Money semble être la réponse aux prières de Ron et Janet sont aussi la réponse aux prières du docteur Money qui se voit donner comme ça sur un plateau d'argent 2 jumeaux identiques à étudier pour prouver sa théorie sur les genres. Pendant des années, il va citer le cas des jumeaux dans différents livres, dont entre autres Men and Women, Boy and Girl, sans toutefois révéler l'identité des Reimer. Mais ce qu'il va écrire dans ses livres sera loin de la réalité, vous allez voir. C'est donc en début d'année 1967 que Ron et Janet vont rencontrer le docteur Money pour la première fois à l'hôpital Johns Hopkins et vont lui raconter le terrible accident de Bruce. Le docteur Money va leur montrer des photos d'enfants ayant déjà subi des changements de sexe. Il va leur montrer des diagrammes, en tout cas plein de trucs. Il va aussi leur dire que Bruce se fera attribuer un vagin qui pourra être complété à l'adolescence suite à une 2e intervention. Il, ou plutôt elle, pourra avoir alors des relations sexuelles normales et même si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle pourra en adopter. Il presse aussi beaucoup les parents à prendre une décision très vite car Bruce aura bientôt 2 ans. Les parents vont donc accepter de faire l'opération et c'est à l'été 1967 que le petit Bruce va devenir Brenda. Le docteur Money va aussi interdire formellement aux parents de dire la vérité aux jumeaux à propos du changement de sexe et de tout faire pour convaincre Brenda qu'elle est une petite fille. Janet va alors lui confectionner de jolies robes, va lui attacher ses longs cheveux bruns et ils vont lui acheter des poupées. Mais Ron et Janet ont beau tout essayer, Brenda grandit et refuse de porter des robes, elle refuse de jouer à la poupée, elle préfère jouer avec les jouets que son frère lui prête. Les petites filles cocasses ici, elle refuse même de sauter à la corde à danser et l'utilise même pour attacher les autres enfants. Lorsqu'elle va commencer à aller à l'école, Brenda va très vite se sentir exclue car elle se fait beaucoup moquer d'elle. Les filles ne veulent pas jouer avec elle car elle les force à jouer à des jeux de garçons. Et les garçons ne veulent pas non plus jouer avec elle parce que c'est une fille.
En plus, elle ne se gêne pas pour se battre avec ceux qui s'en prennent à elle ou à son frère. Tous les témoignages de l'époque disent à peu près la même chose. Quand on voyait les jumeaux, on pouvait voir une petite fille aux longs cheveux bruns avec de beaux grands yeux, avec son frère jumeau. Mais dès qu'elle se mettait à marcher et à parler, il n'y avait vraiment plus rien de féminin qui se dégageait d'elle. Malgré tout, ses parents continuent de lui répéter de ne pas se battre, d'être une gentille petite fille et surtout, ils doivent lui répéter d'arrêter d'uriner debout. Car oui, Brenda se sent plus confortable d'uriner debout comme son frère, malgré tous les efforts de ses parents qui lui disent que les petites filles font ça assis. Les Raymer écrivent de façon régulière au Dr Monet qui leur dit de ne pas s'en faire, que leur fille est tout simplement une tomboy et qu'elle doit sûrement vouloir imiter son frère. Ron et Janet continuent d'amener Brenda et Brian une fois par an voir le Dr Monet à Baltimore pour qu'ils suivent l'évolution des deux jumeaux. Nous allons maintenant vous mettre une reconstitution du documentaire Horizon qui s'appelle Dr Monet and the Boy with No Penis. Ce que vous allez entendre par contre est la réelle conversation qu'il y a eu entre Brenda et le Dr Monet car elle a été retranscrite à l'époque. Si vous croyez être trop sensible pour ce genre de cas d'enfants traumatisés, je vous suggère de passer au prochain chapitre. How do you tell the difference between a boy and a girl? Well, a girl has long hair and a boy has short hair. Yes, that would be a way, but there is another way. What? Take their clothes off. You have a look down here, between the legs, right? A boy has a penis for peeing through, like a little sausage, huh? What does a girl have? I don't know. She has it flat. A boy doesn't have that. They're both different. They're both different. Et à toutes les visites, c'est comme ça. Le docteur Monet tente de lui faire dire c'est quoi la différence entre les garçons et les filles. Et Brenda, qui était franche au début, qui disait ne pas aimer mettre ses robes, qui disait se battre avec les autres élèves de sa classe, va finir par dire ce que Monet veut entendre. Elle va dire qu'elle ne se bat plus, que Brian est le leader des deux, ce qui est faux. Et elle va dire qu'elle aime jouer avec ses poupées. Et les visites avec le docteur Monet vont de plus en plus loin. Toujours dans le but de leur faire comprendre c'est quoi la différence entre les garçons et les filles, le docteur Monet va leur montrer des photos d'enfants nus. Il va même un jour leur ordonner de se déshabiller l'un en face de l'autre et de regarder les parties génitales de leurs jumeaux. Il va ensuite leur faire prendre des positions sexuelles, il va même les prendre en photo. Un méchant pervers. Si vous lisez un peu plus sur lui, il affirmait aussi que le jeu de répétition sexuelle de l'enfant est important pour avoir une identité de genre adulte saine et qu'une expérience sexuelle pendant l'enfance, comme être le partenaire d'un parent ou d'une personne âgée, n'a pas nécessairement un effet négatif sur l'enfant. Aujourd'hui, ça s'appelle de la pédophilie. Et bien sûr, tout ça se passe dans le dos de Ron et Janet, qui ne découvriront que des années plus tard ce que leurs enfants ont vécu lors de ces séances annuelles. En 1974, alors que Brenda est âgée de 9 ans, le docteur Monet va insister de plus en plus pour qu'elle prenne des pilules d'estrogène et qu'elle se fasse faire la deuxième chirurgie, la dernière pour compléter son vagin. Brenda va finir par céder à prendre les médicaments, mais refuse à chaque fois de faire la chirurgie. Le docteur Monet va pousser les parents de Brenda ainsi que ses psychologues qu'elle consulte pour ses troubles de comportement à la convaincre que c'est la meilleure chose à faire. Mais Brenda ne veut vraiment pas de cette opération, elle ne veut pas se faire opérer et menace de se suicider si elle doit retourner voir Monet. Dans ses livres, le docteur Monet continue à dire que son expérience est une réussite, que la petite fille s'épanouit, qu'elle aime cuisiner avec sa mère, qu'elle aime jouer avec ses poupées et qu'elle aime porter de jolies robes. Mais la réalité est vraiment tout autre. La famille Raymer est au plus mal. Ron boit de plus en plus, Janet sombre dans une profonde dépression, Brenda n'est pas bien dans sa peau et se rebelle de plus en plus, et Brian, qui se sent négligé, commence à commettre des vols pour avoir l'attention de ses parents. C'est à l'âge de 14 ans et sous les conseils de la nouvelle psychologue de Brenda, la docteure Mary McConty, que les Raymer vont révéler la vérité à leur enfant. Vous allez voir que les jumeaux vont prendre la nouvelle de manière bien différente.
Ron va amener Brenda manger un cornet de crème glacée et c'est là qu'il va lui dire qu'elle est née garçon. Et ça va être le choc pour Brenda, mais enfin tout va s'éclairer dans sa tête. Elle sait maintenant la vérité et elle va comprendre pourquoi elle ne s'est jamais sentie fille. Et à partir de ce moment-là, elle va vouloir redevenir un garçon. Ses parents ne feront d'ailleurs rien pour l'en empêcher, ils vont même l'aider à choisir son nouveau prénom, David, en référence à David contre Goliath. Brian, lui, va apprendre la vérité de la bouche de sa mère et autant cette révélation aura été positive pour Brenda, autant elle sera dévastatrice pour Brian. Être le seul garçon de la famille était pour lui son seul réconfort, le seul truc qui le rendait spécial face à toute l'attention que sa sœur recevait et maintenant même ça on lui volait. Son frère qui était devenu sa sœur, allait maintenant redevenir son frère. Imaginez tout l'impact que cela avait sur un jeune ado de seulement 14 ans. Brian, face à cette situation et au manque d'attention, fera une tentative de suicide seulement 2 ans plus tard. En août 1980, à l'âge de 15 ans, David, alias Brenda, assiste au mariage d'un de ses oncles. Ce sont les premières photos de sa retransformation en tant que garçon. Il commence aussi, peu de temps après, ses injections de testostérone, subit une double mastectomie et en juin de l'année suivante, il subit une première chirurgie pour avoir un pénis. Par contre, il sait qu'il ne pourra quand même jamais avoir d'enfant, ce qui est quand même vraiment triste pour lui. Brian, de son côté, s'est marié à 19 ans et a déjà 2 enfants avec sa femme. C'est d'ailleurs eux qui un jour vont présenter une certaine Jane Fontaine à David. Et les deux vont tout de suite bien s'entendre. Jane a déjà 3 enfants de pères différents qui ne sont plus dans leur vie. Jane est déjà au courant de l'histoire de David et l'accepte et l'aime tel qu'il est. C'est donc 2 ans plus tard que David et Jane vont aussi se marier et David deviendra un père pour les 3 enfants de Jane. On aurait vraiment aimé que cette histoire s'arrête ici, que les 2 jumeaux soient heureux, mariés et pères de beaux enfants. Malheureusement, c'est pas le cas. Certains journalistes et médecins ont tenté de contacter les jumeaux pour qu'ils racontent leur histoire et pour qu'ils démentent les propos du docteur Monet. Le docteur Monet, lui, a arrêté d'écrire sur les jumeaux depuis que Brenda est devenue David, mais il continue, lui et son équipe, qui travaille toujours à l'hôpital John Hopkins, à décider des sexes des bébés hermaphrodites et des bébés qui naissent avec des micropénis. Plusieurs intersexes vont aussi porter leur voix à celle de David afin de faire pression sur le domaine médical et proposent d'attendre que l'enfant soit en mesure de décider dans quel sexe il se sent le plus confortable. En 2002, Brian, qui souffrait déjà depuis des années de dépression, d'alcoolisme et de schizophrénie, finit par s'enlever la vie en mélangeant médicaments et alcool. Il avait 36 ans. Et ça a été un autre coup dur pour David, parce que même s'il y avait beaucoup de rivalité et de jalousie entre les deux, ils s'aimaient quand même beaucoup. Et je dis jalousie ici parce que Brian enviait l'attention portée à sa sœur quand ils étaient petits, et Brenda enviait le fait que Brian était un garçon. David finit par sombrer dans une grande dépression après la mort de son jumeau et va aussi perdre son emploi à cause des mises à pied faites à l'entreprise où il travaille. David reste à la maison, se sent inutile et broie du noir. Jane, qui n'en peut plus de le voir comme ça, va proposer qu'ils prennent leur distance quelque temps et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Un matin de 2004, David va prendre un shotgun, va se rendre sur le stationnement d'un supermarché avec sa voiture et va se tirer une balle dans la tête. Et si on écoute bien l'une des dernières entrevues de David, il avait dit ceci. You're always going to see people that are going to say, well, the Dave Reimer case could have been successful. I'm living proof. And if you're not going to take my word as gospel, because I have lived through it, who else are you going to listen to? Is it going to take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? Jumeaux séparés et vie similaire.
Jim Lewis et Jim Springer. Les deux jumeaux naissent le 19 août 1939 à l'hôpital mémorial de Piqua dans l'Ohio. Leur mère est une jeune femme immigrante de 35 ans, non mariée, et comme la plupart des femmes dans cette situation-là à l'époque, elle donne ses bébés en adoption. L'un des deux jumeaux se fait adopter 4 semaines plus tard par un homme qui s'appelle Ernest Springer et sa femme Sarah. S'il avait pu, les Springer auraient adopté les deux jumeaux, mais on ne sait pas pour quelle raison. À l'hôpital, on leur a dit que le jumeau de leur bébé était décédé à l'accouchement. 2 semaines plus tard, le dernier jumeau est lui aussi adopté par Jess Lewis et sa femme Lucille. Et les deux familles décident de nommer leur enfant adoptif du même nom, James. Donc, il y a James Edward Lewis et James Arthur Springer. Mais les deux jumeaux se font surnommer Jim. À la différence de la famille Springer, Lucille a su très tôt que son fils avait un frère jumeau parce qu'en allant officiellement enregistrer le nom de son fils à la cour, elle a entendu quelqu'un dire « Attends, mais est-ce que l'autre ne s'appelle pas aussi James ?» Cette remarque n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde et Lucille ne va pas cacher la vérité à son fils. Quand il va avoir 6 ans, elle va lui dire qu'il a un jumeau quelque part et ça va prendre 33 ans à James avant de le retrouver. Et même s'ils habitaient qu'à 100 km l'un de l'autre, ils vont passer toute leur enfance et toute leur adolescence sans même se croiser. Ce n'est qu'à l'âge de 39 ans que James/Jim Lewis va retrouver son jumeau par le biais du dossier judiciaire de leur adoption et va lui téléphoner. Ils vont se rencontrer 4 jours plus tard, le 9 février 1978. Au début, ils sont un peu gênés, timides, ils se serrent la main, ils ne savent pas trop quoi se dire, mais au bout d'un moment, ils se mettent à s'embrasser et éclatent tous les deux de rire. Leur ressemblance physique ne fait aucun doute, ils sont bel et bien jumeaux. Ce sont 2 grands hommes de 6 pieds et ils pèsent tous les deux 180 livres. Mais ce qu'ils vont découvrir sur leur vie respective est troublant. Ils vont apprendre qu'en plus de s'appeler tous les deux James et de se faire surnommer Jim, leurs parents adoptifs avaient aussi adopté un autre garçon qui s'appelait, dans les 2 cas, Larry. Mais quelles étaient les chances pour que les 2 familles adoptives adoptent 2 garçons et les nomment du même prénom? Aussi, quand ils étaient enfants, les 2 Jim ont eu un chien qu'ils ont tous les 2 appelé Toy. À l'école, Jim et Jim excellent dans les mêmes matières, en maths et en charpenterie, et ils détestent tous les 2 le vocabulaire. Ils ont conduit pour la première fois avec une voiture de la même marque et ont d'ailleurs tous les 2 une Chevrolet bleu pâle. Ils fument la même marque de cigarettes, les cigarettes Salem, et ils boivent en plus la même sorte de bière, la Miller Lite. Et ils ont tous les 2 travaillé comme shérif adjoint dans des villes différentes de l'Ohio, à 70 km l'un de l'autre. Maintenant, regardons un peu leur vie de famille. Les 2 se sont mariés à une première femme appelée Linda. Ils ont tous les 2 divorcé de leur Linda pour se remarier une seconde fois à des femmes qui s'appelaient, dans les 2 cas, Betty. Jim Springer est d'ailleurs toujours avec sa Betty, mais Jim Lewis s'est remarié une 3e fois avec une femme nommée Sandy. Jim et Jim ont eu un garçon qu'ils ont nommé tous les 2 James Allan. Et ils sont aussi allés plusieurs fois en famille à la même plage en Floride, la plage Pasquale. Les jumeaux ont aussi dans leur maison chacun un atelier pour sculpter le bois parce que c'est leur passion. Côté psychologique, ils ont la même manie de se ronger les ongles, ressentent de fortes migraines que les spécialistes appellent le syndrome de céphalémix, qui a commencé tous les 2 à l'âge de 18 ans. Ils ont d'ailleurs utilisé le même genre de mots pour décrire la douleur. Ils ont aussi tous les 2 souffert d'hémorroïdes, ont les mêmes habitudes de sommeil et ont les mêmes valeurs de tension artérielle et de pouls identiques. Une de leurs différences est que Jim Springer est plus à l'aise à s'exprimer verbalement, alors que Jim Lewis, lui, préfère l'écriture. Et aussi, ils n'ont heureusement pas la même coiffure, comme vous pouvez le voir sur la photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on trouve que c'est quand même assez fou que 2 jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui ont été élevés dans des familles adoptives séparées, un parcours de vie quand même assez similaire, au point de marier des femmes du même prénom et de nommer leur chien de la même façon.
Quand les gens ont eu vent de cette incroyable histoire, les jumeaux ont été invités au Minnesota Twins Research pour être étudiés dans la section des jumeaux élevés séparément. C'est le spécialiste Thomas Bouchard qui les a rencontrés et lorsqu'il a reçu les résultats, il n'en revenait tout simplement pas. Les résultats étaient si similaires qu'il leur a demandé de le refaire 2 fois pour être sûr de ne pas avoir testé la même personne 2 fois. Parmi les autres couples de jumeaux séparés à la naissance et étudiés par les chercheurs du Minnesota, il y a aussi l'histoire de Oscar Storr et Jack Youth. Désolée pour la prononciation. Ces 2 jumeaux ont aussi un parcours de vie tout à fait incroyable. D'ailleurs, lançons-nous dans leur histoire. Jack et Oscar naissent à Trinidad le 16 janvier 1933 d'une mère catholique et d'un père juif. Malheureusement, le mariage de leurs parents ne dure pas à cause de l'addiction à l'alcool de leur père et ils finissent par divorcer seulement 6 mois plus tard. Jack reste avec son père qui n'en pouvait plus des pleurs incessants d'Oscar et Oscar, lui, s'envole pour l'Allemagne avec sa mère. D'ailleurs, celle-ci espère que son ex-mari et Jack viennent les rejoindre un jour, mais son ex-mari se remarie 1 an et demi plus tard. Les 2 frères grandissent séparément, mais ressentent tous les 2 la même chose en grandissant, du rejet et de l'abandon. Jack à cause de son père indifférent qui souvent le bat, par sa mère absente et une belle-mère qui ne semble pas très attachée à lui. Oscar par une mère indisponible, un père absent, une grand-mère qui ne l'aime pas beaucoup. À cette époque, on le sait, la Deuxième Guerre mondiale se dessine en Europe. Et bien que de père juif, et ça, sa grand-mère maternelle lui a bien fait promettre de garder ce secret et de le révéler à personne, Oscar grandit comme un petit nazi et s'engage même dans la jeunesse hitlérienne. Oscar essaie d'ailleurs par tous les moyens de cacher ses origines juives. Quand on lui demande par exemple si son nom de famille est juif, il répond que non, que c'est prononcé Youfé comme en français. Un jour, il a été obligé de monter dans un wagon qui déportait des Juifs et c'est sa grand-mère qui a alerté un de ses oncles haut placés pour qu'il rectifie la situation. Oscar est vraiment resté traumatisé par cet événement. Il a cru qu'il allait mourir à cause des origines juives de son père et c'est en partie pour cette raison qu'il le déteste. Jack, lui, est juif. Il grandit à Trinidad où il est né et va par la suite aller vivre au Venezuela avec une tante ayant survécu au camp de concentration de Dachau. Il tente lui aussi de cacher ses origines allemandes et dit que sa mère vit en Europe quelque part. En 1946, Jack rejoint les Sea Scouts et dit qu'il se devait d'être pro-british, être un Sea Scout, de diminuer l'importance d'avoir une mère allemande. La guerre prend fin alors qu'ils ont environ 12 ans. À cette période, Jack reçoit une lettre de sa mère lui parlant de son frère. Elle demande aussi de l'aide financière, ce que son père lui refuse, mais Jack leur fera parvenir quelques produits alimentaires et un peu de son argent à lui. Quelques années plus tard, il reçoit une lettre d'Oscar lui suggérant une rencontre. Les jumeaux vont continuer à s'échanger des lettres et des photos et ils sont d'ailleurs très choqués par leur ressemblance, mais leur rencontre n'aura lieu que plus tard, à l'âge de 21 ans. Ils se rencontrent dans une gare de train en Allemagne en 1954. Et comme tous jumeaux qui se rencontrent pour la première fois, ils tentent de voir leurs ressemblances et leurs différences. Et ils se ressemblent encore beaucoup d'ailleurs, bien que Jack soit un petit peu plus mince et que Oscar paraît plus robuste. Mais malgré la grande fascination qu'ils ont l'un pour l'autre, ils sont quand même tous les 2 un peu méfiants. Et ils savent qu'aucun d'entre eux ne changera d'opinion sur leurs origines et ils sont quand même encore un peu comme des ennemis, donc un petit malaise un petit peu. Oscar va d'ailleurs retirer le papier d'identification de la valise de Jack et de sa femme et va leur dire de faire croire qu'ils viennent des États-Unis. En effet, leur mère s'est remariée avec un homme qui n'aime pas du tout les Juifs et durant tout leur voyage, Jack et sa femme devront taire leurs origines. Ils ne peuvent malheureusement pas créer de lien fort après tout ce temps passé loin l'un de l'autre.
Ils sont comme des étrangers l'un à l'autre, mais ils ne peuvent s'empêcher de se voir et de se parler. Après leur départ d'Allemagne, Jack et sa femme Ona s'établissent à San Diego. Il devient propriétaire d'un magasin de détail et Oscar, lui, reste en Allemagne et se marie avec une copine de longue date, Christine. Il travaille dans une mine, puis comme soudeur électrique. Après cette première rencontre, les jumeaux vont avoir très peu de contact. Oscar va arrêter d'écrire à Jack parce que celui-ci refuse de l'aider à immigrer aux États-Unis. Mais Jack n'est pas un citoyen américain lui-même, il dépend du père de sa femme. Et aussi, Jack a peur qu'Oscar dépende trop de lui s'il venait à immigrer aux États-Unis, et ça, il ne veut pas. Bref, c'est pour ça qu'ils perdent peu à peu le contact l'un de l'autre, mais leur femme, elle, continue à s'écrire à quelques occasions dans l'année. En 1979, Ona, la femme de Jack, aperçoit dans le People Magazine un article parlant d'une étude faite par l'Université du Minnesota sur des jumeaux ayant grandi séparément. Jack leur écrit pour leur demander si lui et son frère se qualifieraient pour l'étude, et comme on lui répond que oui, il écrit tout de suite à Oscar pour lui demander de participer avec lui. Il voit dans cette étude une excuse pour mettre leurs différents de côté et apprendre peut-être à mieux se connaître. Oscar accepte avec plaisir et les deux jumeaux se revoient près de 25 ans plus tard. Ils se revoient donc le 2 novembre 1979 à l'aéroport international de Twin Cities et sont habillés presque de la même manière, un chandail à épaulettes bleu pâle et des lunettes à monture métallique. Ils vont en apprendre d'ailleurs beaucoup sur eux-mêmes ainsi que sur leurs jumeaux dans cette semaine au Minnesota. Ils sont très compétitifs l'un envers l'autre, comme beaucoup de jumeaux. Ils veulent performer mieux que leurs frères durant l'étude. Ils ont la même manie de flusher la toilette avant de l'utiliser. Ils lisent des livres de la fin au début. Ils enroulent tous les deux des élastiques autour de leurs poignets, qu'ils aiment aussi éternuer super fort dans les ascenseurs et qu'ils ont tous les deux un amour fou pour le beurre. Ils ont aussi la même façon de parler et aiment tous les deux la nourriture épicée. Ils sont aussi, à ce qui paraît, tous les deux très colériques, critiques et très exigeants envers leur enfant. Ils sont un excellent exemple de la façon dont des jumeaux élevés dans des environnements très différents peuvent finir par se ressembler néanmoins. C'est ce qu'explique Nancy Segal, professeure de psychologie de l'Université de Fullerton, en Californie, qui a étudié leur cas dans le cadre d'un projet de recherche sur les jumeaux. Leur histoire est quand même vraiment intrigante de bien des façons parce que les deux jumeaux ont des gènes identiques, mais des esprits complètement opposés. Leur relation s'est un peu améliorée parce que les deux font quand même des efforts pour construire une relation. Ils aiment se voir, mais ensemble, ils tombent vite dans la compétition l'un envers l'autre et leur opinion, qui est encore très opposée, les empêche de parler de certains sujets sensibles, ce qui les éloigne dans le fond. Un documentaire tourné en 1995 qui s'appelle « Oscar et Jack » met en lumière leur vie en tant que jumeaux séparés. Oscar est malheureusement décédé peu de temps après, en 1997, à l'âge de 64 ans, d'un cancer du poumon lié à son travail dans les mines. Le coup fut quand même très dur pour Jack, qui lui mourut à l'âge de 82 ans. Merci d'avoir regardé cette compilation jusqu'au bout. Faites-nous part, bien sûr, de vos commentaires sous celle-ci et aussi dites-nous laquelle a été votre préférée ou vous a le plus surpris ou surprise. On est curieuse. Sur ce, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!